Donc je pense qu'il y a tout un ensemble de facteurs économiques pour lesquels il faudrait avoir les clés de décryptage que tous les dirigeants n'ont pas. Et justement, le but de cette formation, c'est de leur donner ces clés. Je suis Céline Antonin, professeure affiliée à Sciences Po en économie et chercheur en économie à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, et chercheur associé au Collège de France. Et donc je travaille sur des questions d'innovation, de marché du travail et d'éducation. De façon générale, lorsque on est au cœur de l'actualité, on a tendance à penser que la période qu'on vit est exceptionnelle, mais en réalité, l'économie est un phénomène assez cyclique et donc on observe en général des crises de toutes sortes. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même une conjonction de phénomènes qui donne le sentiment qu'on est dans une période particulière. Donc on a à la fois un risque géopolitique qui s'est largement développé avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, avec le conflit en Iran, avec effectivement un ensemble de facteurs mondiaux qui peuvent créer une certaine instabilité. Donc effectivement, ça peut donner l'impression qu'on est dans une période particulière, mais si on se souvient par exemple de la période de la Covid, de la crise des subprimes, de la crise de la dette souveraine en Europe, on voit qu'à chaque période, il y a eu effectivement des phénomènes particuliers. Alors il est vrai qu'en général on regarde toute une série d'indicateurs quand on veut comprendre une économie. Je dirais que les principaux sont la croissance du produit intérieur brut d'un pays, puisque ça nous donne l'idée justement du dynamisme de la production. On regarde également l'état de l'endettement public, donc la dette publique. On regarde l'inflation aussi pour voir s'il y a une forme de surchauffe et effectivement de perte de pouvoir d'achat pour les ménages. Et en général, il est vrai que ces indicateurs ne sont pas toujours très bien compris. Donc par exemple, on a tendance à penser qu'une dette publique élevée, c'est mal. Alors, a priori, il est certain que ça traduit le fait qu'un pays va devoir supporter une charge et va devoir rembourser dans le futur. Mais si effectivement cette dette publique va nourrir l'investissement et va permettre d'avoir plus de croissance future, ce n'est pas pareil que si un pays s'endette pour payer des salaires, par exemple. Donc, effectivement, selon la nature, par exemple, de l'endettement, ça ne va pas être le même phénomène. L'inflation, c'est pareil. On le voit comme un phénomène forcément négatif, mais dans une économie en croissance, où il y a beaucoup de demandes, ça peut être aussi un phénomène qui indique ce dynamisme. Et le Japon, qui par exemple a connu toute une phase de déflation, c'était un très mauvais signal. Donc je pense qu'il y a tout un ensemble de facteurs économiques pour lesquels il faudrait avoir les clés de décryptage que tous les dirigeants n'ont pas. Et justement, le but de cette formation, c'est de leur donner ces clés. Alors quand on regarde l'impact de la transformation numérique sur l'emploi, et en particulier l'impact de l'intelligence artificielle, on a un peu deux façons de raisonner en tant qu'économiste. On a une première façon qui consiste à regarder ce qui s'est passé, donc ce qui a déjà été développé en matière de transformation numérique et quel a été l'impact objectif sur l'emploi. Donc on mesure a posteriori ce qui s'est passé, mais dans le cas par exemple de l'intelligence artificielle générative, ce qui est compliqué, c'est qu'on a très peu de recul puisque l'émergence de l'IA générative a eu lieu très récemment. Donc on est limité dans ce sens et en plus le développement de l'IA va très vite, donc les études sont du coup limitées. Il y a une autre approche qui consiste à regarder en fait de façon prospective quel pourrait être l'impact de l'IA sur les emplois en décomposant les emplois par tâches. Donc en se disant il y a certaines tâches qui vont disparaître, d'autres qui vont être augmentées et de raisonner comme ça. Mais là ce qui est compliqué c'est qu'on est complètement dans le prospectif et qu'en réalité on n'en sait pas vraiment grand-chose. Donc on est un peu entre ces deux approches et effectivement quand on confronte ces deux approches, ce qui est intéressant c'est qu'on arrive quand même à mettre en évidence des faits saillants sur certains domaines, sur certaines professions qui sont plus exposées que d'autres et donc arriver quand même à analyser des facteurs de risque. Mais je dirais que pour l'instant on en est quand même au début et on essaye justement de développer les outils nécessaires pour arriver à mieux comprendre ce qui est en train de se passer sur le marché de l'emploi. Alors la politique monétaire et la politique budgétaire, ce sont les deux outils contracycliques conjoncturels auxquels les politiques, les économistes ont recours effectivement lorsqu'il s'agit de gérer l'économie jour le jour. Alors l'impact concret, disons, de la politique monétaire, c'est qu'en réalité, quand vous avez une banque centrale qui va augmenter ses taux, eh bien ça va avoir un impact concret sur le crédit et sur justement la possibilité d'investissement et d'endettement des entreprises. Donc justement, je fais ce lien entre ce qui peut se passer au niveau de la Banque centrale,
la manière dont les banques commerciales le répercutent et l'impact sur les individus et sur les banques. Et pour la politique budgétaire, c'est un petit peu la même chose. Donc on a des discussions de politique budgétaire, des décisions sur le budget, sur le déficit public, et ensuite ça va se traduire par des décisions qui vont avoir un impact sur les entreprises et sur les particuliers. Typiquement, on va choisir de moins investir dans un domaine ou on va choisir de moins aider des ménages, et donc ça va avoir un impact sur leurs demandes et donc sur le fonctionnement de l'économie. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, on a une approche parfois assez technique de l'économie, donc avec une science qui s'est en plus développée beaucoup sur des données disponibles, donc beaucoup de statistiques. Et la richesse justement d'une approche qui est aussi fondée sur les sciences sociales et sur l'étude à la fois de la géopolitique, à la fois de l'économie internationale, de la sociologie, de la science politique, c'est que ça permet de replacer l'économie dans son environnement. Et je pense que c'est une des forces justement de Sciences Po d'avoir cette approche plurielle, et en particulier à une époque où en fait les risques sont multiples, où les crises sont multiples aussi. On a besoin vraiment, je pense, d'avoir tout cet éventail pour être capable d'analyser en fait les chocs. Et par ailleurs, je pense que la formation est particulièrement pertinente parce qu'elle permet aujourd'hui où on est en concurrence avec des intelligences artificielles et autres, elle permet vraiment de mobiliser l'ensemble de ces compétences en fait multidimensionnelles pour analyser des problèmes. Et je pense que c'est ce qui fait la profondeur de l'analyse humaine justement par rapport à ce que peut faire une machine ou la donnée d'une statistique brute. Donc je pense que vraiment en ce sens, l'approche à la fois sciences humaines et sciences dures sont complémentaires. Si je devais donner un conseil aujourd'hui à un dirigeant, alors outre le fait que je pense que c'est très important de suivre l'économie, de s'informer sur ce qui se passe en matière économique et à travers, j'allais dire, les bons outils, à la fois médias, livres, etc., de choisir les bonnes sources, je dirais que c'est de suivre une formation justement exigeante comme celle de Sciences Po, parce qu'elle donne vraiment toutes les clés à la fois sur les aspects sciences humaines, sciences sociales et sur l'aspect plus technique justement, typiquement en économie, pour arriver à comprendre le monde complexe dans lequel on est et pour arriver justement à saisir l'importance de ce qui se passe sur leur activité concrète en fait, et de faire vraiment le lien entre ce qui se passe de façon plus théorique et ce à quoi ils sont confrontés au quotidien. Alors à mon sens, les dirigeants justement qui ont suivi cette formation repartent d'abord avec l'idée que l'économie n'est pas quelque chose de purement théorique, qui n'a rien à voir avec leur milieu professionnel. Je pense qu'ils ont vraiment parfois cette vision, alors qu'ils voient que c'est quelque chose qui a des implications totalement concrètes sur ce qu'ils font. Et ils en repartent, je pense, avec des clés aussi pour mieux comprendre les informations qu'ils auront à décrypter dans le futur, mieux comprendre l'actualité économique et justement faire cette passerelle entre ce qui est un peu de l'ordre académique ou universitaire et véritablement leur actualité.